Bonjour groupe, Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme, à votre podcast d'accompagnement de cours, le seul dans votre vie peut-être. Bienvenue encore une fois. Cette semaine, je suis toujours ici seul dans mon bureau, dans la belle tour du Félix-Antoine Savard. J'enregistre cet épisode avec un peu d'avance, étant donné que lundi, ce sera plus compliqué. Je vais le diffuser lundi, mais je l'enregistre. Nous sommes mercredi, la semaine précédente. Mais mercredi ou lundi, je suis seul dans dans mon bureau. D'ailleurs, parlant d'être seul, je me suis trouvé un invité pour mon podcast. Ben oui, il y en a un d'entre vous, là, je vous le nomme pas encore. C'est une surprise qui a accepté de m'accompagner. Ben, pas aujourd'hui, mais dans un autre épisode. Là, ça va venir dans les prochaines semaines. Ça va être le fun. Pas seulement pour moi, pour lui, mais pour vous aussi. Ça va diversifier le ton puis l'énergie du podcast. Et j'en profite pour vous inviter. Il reste un micro de libre. Si ça vous tente de vous aussi tenter l'aventure, tester le podcast, puis jaser au passage avec votre prof du module concerné. Faites-moi signe, écrivez-moi, puis on prendra rendez-vous comme j'ai fait avec votre collègue. Puis voilà, donc n'hésitez pas, écrivez-moi, puis on réglera ça entre nous. Tiens, parlant d'être bien accompagné, je salue Léona Valentine Aguerre et qui écoute son podcast, elle m'écrivait cette semaine, sur son canapé, mais pas juste sur son canapé, avec son beau petit chat, adopté il y a 3 semaines. Puis on me racontait qu'il écoute le podcast, lui, en dormant. Ah, c'est une belle façon d'écouter un podcast universitaire, surtout quand tu n'as pas besoin d'étudier. On écoute ça, puis le prof, il parle toujours sur le même ton. ça peut aider au sommeil. Voilà, salutations à votre petit chat. Ils vont bientôt dominer le monde. Ces chats, c'est ce que je me dis à chaque fois que je vois l'importance que ça prend dans notre vie. Vous l'aurez entendu ici en premier. OK, au module 7, c'est là qu'on est rendu. Module 7 cette semaine. Dans le podcast, moi, j'aimerais regarder avec vous les principales notions du module 7. On va regarder un petit peu les tâches que vous avez à faire, mais je dirais que là, dans ce podcast, si vous vous contentez d'écouter les podcasts, je sais qu'il y en a qui aiment ça, là, écouter une partie du contenu, mais c'est pas suffisant, hein. Il y a des textes à lire, il y a des enregistrements de cours si vous n'êtes pas là en classe, là, mais tout ça, là, c'est un outil, c'est pas le seul. C'est sûr que ça résume parfois une partie du cours ou certains éléments de cours, mais ça reste que notre rendez-vous là, de mardi, demain, au moment où vous allez écouter votre podcast, c'est là le vrai rendez-vous. Donc, mardi, toujours à 12h30, toujours au Deconnect 1161. Puis sinon, prenez le temps de nous écouter live sur Zoom, sinon en rattrapage, parce que vous aurez besoin de tout ça pour approfondir les notions que nous allons explorer ensemble dans ce module 7. Module 7, ce sera... on commence à faire du droit et de la philosophie. C'est ce qui est au programme, en tout cas dans ce module 7. On est rendu là. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on discute ensemble. J'ai commencé fort avec des problèmes sur le terrain, le concret, puis tranquillement, on a commencé à parler de droit. On va faire de la philo. Aujourd'hui, on est un peu... Mais en tout cas, dans ce module 7, c'est un mélange entre du droit et de la philo, mais je pense que vous êtes prêts maintenant là, à plonger avec moi dans des réflexions un petit peu plus sérieuses et difficiles. Puis les thèmes qu'on va aborder dans ce module sont super importants, mais sont riches. Il faut prendre le temps d'y réfléchir puis de cerner. On va parler de responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Le terme responsable, on l'utilise à toutes sortes de sauces, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le jugement. Hein? On parle de jugement professionnel. Le terme jugement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on mobilise lorsqu'on dit à quelqu'un, sers-toi de ton jugement, ou le jugement professionnel, c'est au cœur de l'exercice de la profession. Qu'est-ce qu'on veut dire par jugement? Commençons par la responsabilité. Lorsqu'on vous dit soyez responsable, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour entamer notre réflexion, je partirai d'une citation
d'un des plus grands philosophes. Il s'appelle Ben Parker. Hein, connaissez-vous Ben Parker? Si ça vous dit quelque chose, c'est parce que c'est pas vraiment un philosophe. Vous l'avez vu dans les aventures de Spider-Man, avec cette citation bien connue maintenant. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Donc, le Ben dit à Ben Parker, ben, il lui donne un conseil riche, mais en même temps, c'est compliqué. On lui dit, sois responsable. Sois responsable, Peter. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Puis, ben, la question qui suit, si vous êtes Peter, ben, la question c'est, OK, mais qu'est-ce que c'est qu'être responsable? C'est quoi mon rôle? Est-ce que je suis responsable de tout? Est-ce que je suis responsable de la mort déjà de mon oncle Ben? Est-ce que maintenant je suis responsable de qui? Pourquoi? Au nom de qui? Au nom de quoi? C'est quoi que ça veut dire? C'est quoi mon rôle? Vous le voyez là, dans la culture populaire, c'est geek, c'est de la culture populaire, là, mais les plus grandes questions sont toujours là. Faut juste prendre le temps d'y réfléchir, mais même si elles sont posées en surface là, dans un contenant qui est fort agréable, les vraies questions sont toujours là. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est ce genre de conseils-là, là, on dit sois responsable, ça incarne très bien ce qu'on appelait l'éthique de la vertu. Rappelez-vous au module 2, je parlais de l'éthique de la vertu. Ben, typiquement, on est là vraiment dans l'esprit, je dirais, de l'éthique de la vertu. On a une valeur, hein, la responsabilité. On se demande quoi faire. Ben, laisse-toi guider par cette valeur qui est la responsabilité. Puis c'est d'ailleurs ça qui va donner sens à plusieurs décisions de Peter Parker. Mais en même temps, les guides sont pas très clairs. Ça aussi, c'est de l'éthique de la vertu. On ne sait pas exactement ben, c'est quoi être responsable. Mais on pourrait se dire, comme Peter, ben, être responsable, c'est agir comme l'oncle Ben l'aurait souhaité, qui lui incarne pour Peter Parker la valeur de responsabilité. Hein, puis pour nous, qui tentons de s'inspirer de ces personnages-là, c'est quoi la bonne action, c'est quoi la morale? C'est agir comme Peter Parker, qui lui incarne à nouveau comme son oncle, cette grande valeur qui est celle de la responsabilité. Puis si vous comprenez ce que je dis en ce moment, là, ben ça, c'est exactement de l'éthique de la vertu. On a donné plusieurs exemples au module 2, mais voilà un autre bel exemple d'éthique de la vertu. Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Écoute, fiston. Ouais, je t'écoute, vas-y. C'est le portrait craché de ton père. Tu tiens vraiment de lui, Peter, et c'est une bonne chose. Mais ton père était guidé par une philosophie. Il avait une ligne de conduite. Il pensait que si on pouvait faire quelque chose de bien pour les autres, on avait l'obligation morale de le faire. C'est de ça qu'il est question. On ne parle pas de choix, mais de responsabilité. On mentionne aussi un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Puis ce mot-là, pouvoir, il est souvent associé à la responsabilité. Puis pourquoi? Puis dans cette citation, ça me semble encore plus évident. Parce que le pouvoir de Peter Parker, peut-être pour lui c'est plus concret, là, c'est une espèce de... Comment on décrirait Spider-Man? Une espèce de force, d'agilité extraordinaire, avec un sens de la perception décuplé. Là. Dans les jeux vidéo, il y a des petits éclairs là, autour là, quand il perçoit quelque chose. Mais c'est justement parce qu'il a un pouvoir d'exception, dans son cas, hein, c'est un super-héros, il a une responsabilité exceptionnelle. Mais on pourrait faire logiquement le parallèle, c'est-à-dire que dès qu'on a un pouvoir, on a une responsabilité. On n'a pas un pouvoir extraordinaire, mais on a quand même un pouvoir. Hein? Puis vous, votre pouvoir, ben, d'ailleurs, votre pouvoir, c'est quoi vous? Avez-vous des pouvoirs? Avez-vous des pouvoirs ordinaires, quotidiens? J'aime ça aussi, hein. Se rappeler que ben, pour certaines personnes, ils en ont du pouvoir. C'est pas un pouvoir super héroïque, mais c'est un pouvoir quand même du quotidien. Puis pour vous, ben, je vous invite à considérer ben, toutes sortes de pouvoirs. Vous avez déjà le savoir. Hein? Le savoir en sciences et génie, c'est déjà une certaine forme de pouvoir faire, en tout cas de pouvoir intervenir, de pouvoir voir, hein? Voir au sens figuré ici. Là. La connaissance en est une forme de pouvoir. Le pouvoir de transformer, pour vous, c'est
En génie, surtout, je dirais que c'est le pouvoir de transformer le monde qui est carrément, c'est à échelle humaine, on s'entend, là, mais c'est quand même un pouvoir, là. Dans d'autres professions, c'est le pouvoir de comprendre la nature, de maîtriser la nature, le vivant, d'explorer l'univers à votre mesure, d'explorer l'infiniment petit, encore une fois à votre mesure, de redéfinir les propriétés du vivant, de l'homme. Vous le voyez, là, si on pousse, on pousse au centuple peut-être les pouvoirs que vous avez, on se rapproche du pouvoir super-héroïque, mais le pouvoir que vous avez, c'en est un pouvoir quand même. Un pouvoir. Littéralement, lorsqu'on parle de pouvoir, on parle d'une capacité d'agir accrue. C'est ça un pouvoir. Puis, évidemment, les super-héros ont une capacité d'agir accrue exceptionnelle. La vôtre, ça reste quand même une capacité d'agir accrue, que d'autres n'ont pas. Mais moi, j'aimerais vous proposer l'idée que, bon, vous n'êtes peut-être pas des super-héros, mais en termes de pouvoir, vous êtes des héros et héroïnes ordinaires avec des pouvoirs humains, là, les vôtres. Maintenant, ben, quoi faire avec ce pouvoir, avec cette capacité d'agir accrue? Ben Parker vous dirait, ben, soyez responsable. Hein? Puis votre prof, vos parents, la société qui vous fait confiance vous dit la même chose. Vous avez un pouvoir d'agir accru. Soyez responsable. Puis pour vous, ben la question, ça revient à la question de Peter Parker. Hein? C'est-à-dire que être responsable, OK, j'en conviens, j'ai un pouvoir, mais je le mets au service de qui, de quoi, servir quoi, au nom de qui et au nom de quoi. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. La philo puis la sociologie aussi, je dirais, est un peu plus claire lorsqu'on tente de donner un sens un peu plus précis au terme responsabilité. Je vais l'aborder en classe demain, demain mardi, mais je vous en dirai déjà quelques mots ici. J'en ai déjà parlé aussi dans un podcast précédent. Il y a deux principaux sens à responsabilité. Il y a responsabilité au sens rétrospectif et prospectif. C'est comme ça que je le diviserais. Si on prend le côté responsabilité rétrospective, attention, là on est dans de la philo. Je vous dis, il y a deux sens à responsabilité. Responsabilité rétrospective et prospective. Rétrospective, rétro, je regarde dans mon rétroviseur, hein, je regarde en arrière et je réponds de ce qui s'est passé. Hein, je le disais au dernier podcast, respondere, c'est ce que ça veut dire. Je dois répondre des gestes que j'ai posés, des décisions que j'ai prises, puis dans l'exercice de la profession, ben la responsabilité pour vous, ce sera qui est responsable de ce viaduc là, qui s'est effrité prématurément, là, puis qui doit être construit trop tôt. Là. Qui est imputable? Ça aussi, c'est un synonyme de responsabilité. Et responsabilité en ce sens, mais ce sera l'ingénieur qui l'a conçu, l'entrepreneur peut-être qui l'a construit, la neige, le gel, dégel. Ça aussi, c'est responsable au sens d'imputabilité. On essaie de trouver qu'est-ce qui est la cause. Qui est responsable de cette faille de sécurité logicielle? Qui est responsable, qui est imputable de la fiabilité de ces données GPS ou de ce certificat de localisation? Qui est responsable de la fiabilité de cette machine, de sa durabilité, de sa sécurité? Et c'est vous qui serez responsable dans ce premier sens, au sens rétrospectif. Hein. Il y a des choses, il y a des gestes qui ont été posés et vous êtes imputable en ce premier sens, c'est-à-dire que vous devrez répondre de ce qui a été fait. Le deuxième sens, c'est responsabilité prospective. Donc là, ici, j'arrête de regarder en arrière et là, je regarde en avant. C'est-à-dire que rien n'a encore été fait et pourtant, je fais une promesse. Hein. Ce sens-là, il est là aussi dans... Je me dis, je suis responsable. Je suis en train de faire
une promesse et je réponds pas seulement de mes actes passés, mais je réponds aussi de cette chose-là devant moi. Je m'engage à la protéger, c'est mon rôle. Puis ça, dans l'exercice de la profession, il y a ça aussi. Alors, je m'engage de la fiabilité de la construction de ce bâtiment. C'est moi, ingénieur, qui assume ce rôle. Je vous en fais la promesse. Je suis responsable de la fiabilité de tout ça. Rassurez-vous, j'ai des devoirs et obligations associés. Je m'assure que ça tienne. C'est le pont, c'est la sécurité de ce pont là, qui est l'objet de ma promesse. Mais ça, c'est devant moi. Là. J'ai encore rien fait et pourtant, je me dis, c'est moi qui est responsable. Hein? Je fais cette promesse-là au public, aux clients, à mes pairs. Ces derniers ils ont des attentes envers moi. C'est ce que ça veut dire, hein? Responsabilité prospective au sens où je regarde dans le futur. Il y a des attentes envers moi. Je fais une promesse. Je suis responsable de cette chose là, qui est devant moi et qui est à venir. J'ai rien fait et pourtant je suis responsable. En ce second sens ici. Au module 7 en classe et dans l'enregistrement de cours, ce qu'on va voir, c'est deux principales formes, mais on va aussi voir abondamment, ça va durer peut-être 1 heure cette présentation-là, là, où on va regarder les différentes formes de responsabilité rétrospective, mais de forme juridique, c'est-à-dire que le droit puise souvent dans cette première forme de responsabilité. Hein? Imputabilité. Vous êtes imputable de plusieurs façons en droit. On va parler de responsabilité criminelle au sens où, en droit criminel, vous êtes responsable de la sécurité du public, de la paix sociale. Ça relève de la responsabilité criminelle et du droit pénal. La responsabilité civile, là aussi, vous devrez répondre. Vous êtes imputable des dommages qui pourraient résulter de vos décisions et responsabilité disciplinaire. Là aussi, on parle de répondre de vos faits et gestes qui pourraient nuire à votre profession, mais dans la responsabilité disciplinaire aussi, il y a une dimension prospective. On en parlera dans le cours, dans l'enregistrement de cours. Je n'en dis pas plus, mais sinon, là, j'annonce qu'est-ce qui vous attend en classe. Un autre objectif dans ce module que j'aimerais prendre le temps d'aborder avec vous, c'est, il y avait un des objectifs, c'est de définir le jugement professionnel et d'en expliquer l'importance dans l'exercice de votre profession. Puis avant de tenter de saisir l'importance dans l'exercice de votre profession, on va tenter ici et en classe de définir ce qu'est le jugement. C'est peut-être notre tâche la plus difficile. Hein? C'est quoi le jugement? Avez-vous déjà réfléchi à ça? Juger. Qu'est-ce que je suis en train de faire lorsque je dis que je suis en train de juger? On dit que les intelligences artificielles ne sont pas capables de juger, mais qu'est-ce qu'on lui demanderait de faire? C'est quoi que ça veut dire, le jugement? Puis si on était capable de l'expliquer, est-ce qu'on serait capable de le transposer à une intelligence artificielle? Le jugement, c'est quoi le jugement? Êtes-vous capable de répondre à ça? Et là, préparez-vous, c'est de la grosse philo. Je vais essayer de vous simplifier ça, puis je vais réussir, parce que c'est ma tâche. Hein, mais ça s'appelle Phi 3900. Ça se peut qu'on fasse un peu de philo de temps en temps, puis là on y est. En philosophie, là ici, il faut replonger. Les premiers, je dirais, à définir, à plonger dans ces termes, c'est Aristote. Ça a été repris par Kant beaucoup plus tard, là, mais Aristote déjà essaie de définir c'est quoi le jugement. C'est quoi le jugement? Puis pour lui, le jugement, la façon qu'il le définit, il dit le jugement, c'est l'acte de prédiquer une chose. C'est l'acte d'associer à cette chose un prédicat, un attribut, une qualité. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Prédiquer une chose, comment je pourrais vous... dans le fond, ce que ça veut dire, un prédicat, peut-être même qu'on vous l'expliquait dans des cours de français, le prédiquer, ce terme-là existe aussi quand on vous enseigne le verbe être. Hein? Et pour juger, il faut se servir du verbe être parce que lorsque je suis en train de prédiquer une chose, je dis ce que cette chose est. Hein? Je regarde ma tasse à café, mais je sais pas c'est quoi. Puis là, je le regarde, puis là, je dis cette chose X est, puis là, j'essaie d'en parler.
Donc ça, là, c'est ça. Vous savez, le verbe être, c'est un beau verbe, mais il est extrêmement complexe quand on prend le temps d'essayer de le définir. Allez voir une belle définition du verbe être, là, vous allez voir que c'est quelque chose. Mais prédiquer une chose, c'est ça, c'est dire ce que cette chose est. C'est le verbe être qui se prépare à vous dire quelque chose d'important. Et ça, juger, on le fait tout le temps. On dit, toi, tu es X. Ce chien, il est quelque chose. Puis là, je me sers du verbe être, mais le X, là, c'est ça que je m'apprête à le juger, là. Je dis, cette information, elle est... Là, ici, mettez le mot que ça vous tente. C'est ça, prédiquer, c'est dire ce que sont les choses. Puis le jugement, c'est ça. C'est la pensée. C'est la vôtre qui est en train de computer, en train de vous demander de quoi il parle. C'est ça, là. C'est la pensée, c'est la vôtre, c'est la pensée en action. C'est votre pensée qui regarde une chose, puis qui essaie de décider ce qu'est cette chose, ce qu'est une chose. Là, j'espère que je vous ai pas perdu. C'est des concepts, c'est simple, mais en même temps, il faut prendre le temps de bien l'expliquer. C'est profond, puis si on fait juste s'en servir, on peut s'en servir à tous les jours, on peut juger aisément, mais quand on prend le temps d'y réfléchir, ça fait des liens dans votre tête, puis c'est toujours le fun de prendre le temps, au moins une fois dans une vie, de le faire. On parle de jugement. On se parle du verbe être. On juge à tous les jours, on se sert du verbe être à tous les jours, mais c'est tellement commun dans notre langage qu'on oublie d'apprécier à quel point c'est magnifique, oui, c'est difficile ce qu'on est en train de faire. On dit qu'il y a jugement lorsque votre pensée, la vôtre, se prononce sur ce qu'est une chose. Lorsque votre pensée se prononce sur la valeur d'une proposition, par exemple. Et typiquement, le jugement va s'exercer sur 4 choses. Je vais juger sur ce qui est, donc je vais prédiquer, je vais dire cette chose, elle est belle. Si j'essaie de dire si elle est belle ou laide, c'est la même chose, je suis en train de juger. Si elle est juste, si elle est vraie ou si elle est bien. Puis lorsque je juge, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de dire si une chose, elle est, le verbe être, mais elle est belle, elle est juste, elle est vraie, ou elle est bien, ou elle est bonne. Peut-être que c'est le moment des exemples. Si je dis... Tiens, je vais reprendre mon chat du début, là, il était là déjà dans mon introduction. Si je dis le chat, il est beau. Ici, c'est un jugement. Je suis en train, c'est ma pensée qui là regarde le chat, puis à un moment donné, je me mets à me prononcer sur cette chose, c'est le chat. Puis là, j'essaie de lui associer un prédicat et je dis ce chat, il est beau. Et en faisant ça, je juge. Parce que là, je suis en train il y a une préconception de ce qu'est la beauté, puis à ce moment-là, c'est une forme de jugement. On dit que c'est un jugement esthétique. Je dis si une chose est belle ou laide. Un autre exemple, je pourrais parler d'une... Je sais pas, allons dans la science. Je lis une étude, puis je lis un rapport et je dis cette étude, elle est vraie. Ça, c'est un jugement parce que c'est ma pensée. C'est la mienne, c'est la vôtre, c'est votre tête qui a été bien conçue puis qui éventuellement se prononce sur la vérité. Je dis cette étude, elle est vraie ou ce qu'elle raconte, elle est vraie. J'ai des nuances à faire, il y a des mensonges racontés dans cette étude, mais sinon, dans son ensemble, je la juge plutôt vraie. Je suis en train de me prononcer là-dessus. On parle d'un jugement épistémique ou d'un jugement scientifique aussi. C'est un jugement qui vient souvent avec son lot de doutes et d'incertitudes, mais c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de juger. Un jugement scientifique. Un autre exemple, disons, parlons de ce qui est bien, ce qui est mal. On est en éthique ici. Mais prenons un exemple de votre quotidien. Si vous écoutez du hockey, vous avez vu un geste posé par un joueur, puis vous dites le comportement de ce joueur, c'est mal. C'est un jugement aussi, parce que là, la pensée, la vôtre, je vais répéter les mêmes mots. Là. La pensée, la vôtre, se prononce sur ce qu'est une chose, puis cette chose en question, c'est le comportement du joueur.
Puis la pensée, elle, se prononce par rapport au bien et au mal. Je dis que cette chose en question, c'est le comportement, mais le comportement, il est bien ou il est mal. Puis ce faisant, ben, je suis en train d'exercer un jugement. C'est un jugement qui présume que j'ai déjà en tête une conception de ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Puis évidemment, ces conceptions-là peuvent varier d'une société à l'autre, mais je suis en train d'exercer un jugement. Ici, c'est un jugement éthique ou un jugement moral, parce que la question du bien et du mal, elle est centrale. Jugement. Me suivez-vous encore, là? Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue, jugement, c'est mauvais, plusieurs exemples et tous ces exemples, à chaque fois, il y a exercice du jugement. Pourquoi? Parce que la pensée, elle est en acte. Elle bouge, la pensée. Elle a des doutes. Puis là, elle tente de prédiquer, elle tente d'associer, de dire l'être d'une chose. Puis je regarde cette chose, puis je dis « elle est ». Puis si ce qui suit, c'est « elle est bien, elle est juste, elle est belle, elle est vraie », mais à ce moment-là, on est dans l'ordre du jugement. Prédiquer une chose, associer à cette chose un prédicat, un attribut, une qualité par rapport au beau, au vrai, au juste, au bien. Encore une fois, là, c'est ça juger. C'est simple, hein? Bon, c'est pas simple. Je sais que ça vous semble peut-être plus compliqué, puis peut-être qu'il y en a certains qui préféreront juger sans trop réfléchir, sans trop savoir ce que c'est, mais voilà, la philosophie, ça sert un peu à ça. Nous faire voir, puis nous faire admirer la complexité de notre quotidien. Ici, ce sont des mots là, qu'on utilise fréquemment dans notre quotidien sans trop se poser de questions. On juge à tous les jours, mais en même temps, ça prend la philosophie ou la réflexion, appelons-le comme ça, là, pour prendre le temps d'apprécier la complexité de tout ça. Mais maintenant, vous savez déjà un peu mieux. C'est quoi que ça veut dire juger? Puis la prochaine fois que quelqu'un va vous dire, ben sers-toi de ton jugement ou arrête de me juger, ben là, vous serez plus apte à apprécier la difficulté philosophique de cette tâche. Puis pourquoi vous parlez de jugement? Parce que dans l'exercice de la profession, l'exercice du jugement, c'est partout, hein. Cette chose est vraie, cette règle est juste, cette décision est bonne, ça fera partie de votre quotidien. Puis, vous allez remarquer que le jugement, je sais que vous aimez les certitudes, mais le jugement, quand on dit à une personne « sers-toi de ton jugement », c'est nécessairement qu'on reconnaît qu'il y a un contexte d'incertitude. Le doute, là. Puis pourquoi? Parce que justement, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bien, ce sont des notions très complexes, très riches, puis on est souvent loin de la certitude là, lorsqu'on se prononce sur le bien, le juste, le vrai, là. Puis, la prudence, je dirais, exige de ne pas se prononcer avec trop de certitude, là, justement, lorsqu'il s'agit du bien, du vrai, du juste et du beau. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais sans cette forme d'incertitude, il n'y a plus de jugement en acte. La pensée n'est plus en acte. Puis je l'ai dit, pour qu'il y ait jugement, ça prend une pensée qui est là, qui est active. Puis si vous essayez de décider si 2 plus 2, ça égale 4, c'est pas compliqué, là. Ça ne demande pas de jugement. N'importe qui peut faire ça, y compris votre calculatrice sur votre cellulaire. Il n'y a pas de jugement ici, là. C'est une tâche technique. Mais dès qu'il y a des zones d'incertitude, puis les zones que j'ai précédemment ciblées, vous voyez bien que c'est des zones qui sont riches, le bien, le vrai, le juste. Là, dans ces zones-là, le jugement devient nécessaire. Puis la qualité de votre jugement, justement, permettra de mieux gérer ces zones d'incertitude, ces zones de doute. Les différents dilemmes. C'est pas pour rien qu'on explore des dilemmes en classe. Si je vous demande, prenons un exemple, si je vous demande, est-ce que cette structure, elle est en bon état? Est-ce que
est-ce que cette route, elle doit passer à tel endroit ou tel endroit? Puis, vous savez, cette troisième structure, là, pensez-vous qu'elle va être capable de réduire le trafic à long terme? Pensez-vous que le tracé, il est cohérent avec nos intentions de développement durable? Est-ce que ce système informatique, il est sécuritaire? Est-ce que ces résultats, ça obtenus dans une étude scientifique, est-ce que ça reflète la réalité? Est-ce que ces 3 études, c'est suffisant? Est-ce qu'on peut tirer des conclusions à partir de seulement 3 études? Puis si à chaque fois vous répondez à des questions aussi complexes facilement, ben vous avez fini d'exercer votre jugement. Il n'y a plus d'espace pour vous, mais si à chaque fois vous doutez un peu, ben c'est parce que vous êtes en train de juger. Puis c'est ça, le jugement, il est là à l'œuvre, il est là dans ces zones d'incertitude où vous devez malgré tout décider. Puis qui devra à chaque jour décider dans ces nombreuses zones d'incertitude? Ben c'est vous, mes petits amis, parce que des zones d'incertitude, il y en a plein. Je sais qu'on vous apprend à résoudre des problèmes complexes puis arriver à une seule réponse pour savoir si ça agit, mais des problèmes complexes, même des problèmes techniques complexes, il y aura toujours des zones d'incertitude et vous devrez juger. Vous promenez dans ces eaux et dans ces sables mouvants que sont ceux de l'incertitude. Et si vous ne comprenez pas encore c'est quoi le jugement, ben vous pouvez, en philo, c'est intéressant aussi, on suggère souvent pour examiner un concept, d'examiner le contraire. Des fois, on comprend mieux en explorant le contraire. Puis pour vous, mais vous pouvez explorer la notion de manquer de jugement. Hein? Vous avez sûrement vu ça là, sur les réseaux sociaux, là, c'est quelqu'un qui manque de jugement, vous en avez sûrement exploré ou rencontré quelques-uns, là. Puis, ça ressemble à quoi, quelqu'un qui manque de jugement? Hein? Il y en a plein là, sur les réseaux sociaux, puis vous allez voir, c'est souvent le même type de tête, je dirais, peu importe de quel côté d'un débat polarisant, là, vous allez toujours en trouver des personnes qui manquent de jugement, puis qu'est-ce qu'on leur reproche à ces personnes? Est-ce qu'elles manquent d'informations? Non, des informations, ils en ont plein. Est-ce qu'ils sont intelligents? Souvent. Des informations, ils en ont à la tonne. De l'intelligence, ils en ont. Ils ont de la curiosité, ils ont mis les efforts nécessaires pour se renseigner. Mais je dirais que curieusement, le signe peut-être le plus évident du manque de jugement, c'est justement la question de certitude et d'incertitude. C'est-à-dire que celui qui manque de jugement, c'est la pensée qui refuse d'accepter ces zones d'incertitude. Hein, c'est le refus de la complexité ou l'ignorance peut-être de la complexité des choses. Puis quiconque a fait du génie, science et génie comme vous avez exploré des domaines complexes avec une certaine rigueur, puis vous le savez, c'est compliqué tout ça, là. C'est compliqué d'arriver à des certitudes, même avec les meilleurs des calculs, des ponts, des routes, des structures informatiques. La santé humaine, c'est complexe. Construire un pont, un avion, une fusée, un robot. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Un logiciel, c'est compliqué. L'arpentage, faire de la chimie, des études géologiques. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Concevoir des vaccins, des médicaments, faire de la recherche, c'est complexe. Puis, on ne peut pas réduire la complexité de tout ça à des simplifications, à des « Ah, c'est facile, les vaccins, c'est que ceci puis que cela. » Dès qu'on a fait de la science, ce n'est jamais des que ceci et des que cela, là. Il y a une complexité là et une complexité meublée de temps, de zones d'incertitude. Puis le manquement de jugement, nous dirait Aristote, tiens, on va reprendre sa formule, parce que c'est intéressant d'y revenir, parce qu'il nous disait que le jugement, c'est la pensée en acte qui tente de prédiquer une chose. Puis le manque de jugement, ben c'est le contraire, hein, c'est la pensée qui n'est plus en acte. C'est la pensée qui s'est contentée des explications qu'elle pouvait comprendre. C'est une pensée qui se contente des solutions simples à des problèmes hyper complexes et qui sont pourtant bourrés d'incertitudes. Puis c'est la pensée qui refuse d'accepter
l'idée même de complexité, sinon même d'incertitude. C'est ça, le manque de jugement. Puis, désolé de vous l'apprendre, mais cette pensée qui n'est plus en acte, là, qui refuse d'accepter la complexité, les zones d'incertitude, il y en a souvent des deux côtés de n'importe quel débat, là. Pour ou contre le troisième lien, là, ou pour ou contre, quel sujet j'ai... Le vélo en hiver au centre-ville, ou pour ou contre le dégriffage des chats. Eh, monsieur! J'ai vu un forum là-dessus. Wow, écoutez, il n'y a pas beaucoup de place à la nuance sur ce genre de site. Mais voilà, hein, c'est-à-dire que c'est ça, c'est le refus des zones d'incertitude, le refus même du doute, puis ceux qui manquent de jugement en ces termes, ben ça, il y en a de part et d'autre de tous les débats. Je dirais dans les extrêmes de tous les débats, il y en a beaucoup là, qui aiment leur certitude, la simplicité, puis c'est normal en même temps, c'est humain, on a tous besoin d'être assurés, on préfère de loin des explications simples et aisées à comprendre, mais la réalité, c'est que tout ça, ben, c'est complexe, il y a une grande zone d'incertitude, puis ça prend du jugement, tiens, pour naviguer dans ces zones incertaines. Voilà, hein, lorsque quelqu'un vous dira « sers-toi de ton jugement », là aussi, vous serez plus à même d'apprécier la complexité de cette tâche. Ça, c'est normal. Vous aviez le droit de faire ce remblai-là, qui est d'une hauteur d'ailleurs assez spectaculaire. J'ai l'impression d'être au sommet de l'arbre, là, tellement c'est haut. Non. C'est spectaculaire, là. J'ai le droit. Oui? C'est mon terrain, oui. J'ai le droit de faire ça. C'est mon terrain, c'est pas égalé. Parce que je suis un garant, moi, ici. Dans l'exercice de votre profession, on vous demandera d'exercer un jugement professionnel, libre et autonome et de façon responsable. Hein? Tous les mots sont importants parce que cette phrase, elle est lourde de sens. Jugement, liberté, autonomie, hein, la capacité à se donner soi-même ses propres règles, responsabilité. Et là, on a à peine effleuré la complexité de tous ces beaux termes. Ce sera tout pour mon intro au module 7. Évidemment, il y a plusieurs choses qu'on va voir demain mardi en classe. On va expliquer, j'en parlais un peu plus tôt, les différents régimes de responsabilité balisant l'exercice de la profession. Alors, on parle de responsabilité criminelle, civile, disciplinaire, responsabilité pénale. On va voir ça demain en classe. Expliquer quelles sont les responsabilités prospectives d'un professionnel, donc son rôle moral, et ce qui entrave ou nuit à l'exercice de son rôle. J'en ai dit quelques mots aussi aujourd'hui, j'en parlerai plus longuement demain. Et on va aussi tenter demain de définir le jugement professionnel. On en a fait une partie aujourd'hui et d'en expliquer la valeur au sein de l'exercice de votre profession. J'en ai dit aussi quelques mots dans ce court podcast. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se revoit, demain mardi pour votre cours. D'ailleurs, à la fin du cours demain, il va y avoir un autre caout. Je sais que vous aimez les caouts. Mais là, ça va être un caout récapitulatif. Ce sera un caout pour vous tester justement juste avant de vous lancer dans l'examen de mi-session. Parce que vous le savez, là, l'examen de mi-session, il va ouvrir demain, mardi, là, tout juste après le cours. Il va être ouvert pendant une durée de 7 jours. Donc, demain, à la fin du cours, un beau petit caout là, pour résumer. Ben, c'est pour s'amuser aussi. Votre étude n'est pas obligée d'être complète à ce moment-là, là, mais ça sera un caout récapitulatif sur les modules 1 à 6. Puis un caout pour s'amuser, puis pour vous tester un peu par rapport à vos collègues. C'est intéressant de le faire, surtout dans ce contexte amusant. On se revoit donc demain en classe synchrone, sinon ici, la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous, soyez responsables et servez-vous de votre jugement. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, le voici. Le jugement est l'acte de prédiquer, dire si une chose est juste, bonne, vraie
ou bien. Donc, vous devrez me dire cette phrase-là au complet dans votre courriel. Écoutez la transcription, là. Maintenant, il y a des transcriptions automatiques sur tous les podcasts. Vous pouvez le lire. Allez, bye bye.